Un chaos total et absolu, mais sans aucune raison perceptible derrière. Ce qui s'est passé dans ce cockpit est presque impossible à comprendre. Mais je vais maintenant essayer de le faire parce que, comme il se trouve, j'ai un lien très personnel avec cette histoire. Vers 01h30 du matin le 24 janvier 2010, un Boeing 737-800 d'Ethiopian Airlines est arrivé à l'aéroport international de Beyrouth, au Liban. Le vol avait décollé de la capitale de l'Éthiopie, Addis Abeba, plus tôt dans la même soirée, et l'équipage à bord attendait maintenant avec impatience de terminer enfin leur service, de prendre un repas et ensuite d'aller se coucher. Donc, après que l'avion s'est garé à la porte, les deux pilotes ont attendu que les derniers passagers aient débarqué, puis ils ont sécurisé l'avion et l'ont laissé pour la nuit. Ils devaient maintenant trouver un endroit pour manger, ce qui peut être un peu délicat lorsque vous arrivez tard dans la nuit dans un nouvel endroit, et Beyrouth était nouveau pour eux. Ni le capitaine, ni le premier officier n'avaient jamais volé vers cet aéroport auparavant, mais le temps avait été plutôt agréable jusque-là, et les services de l'aéroport fonctionnaient très bien. L'endroit exact où l'équipage a fini par manger reste inconnu. Peut-être qu'ils ont trouvé un restaurant local où on mangeait à leur hôtel, mais ce repas qu'ils ont pris va bientôt devenir très important. Alors, qui étaient ces pilotes, alors? Eh bien, le capitaine était un citoyen éthiopien de 44 ans avec un peu plus de 10 200 heures de vol au total. Il travaillait chez Ethiopian Airlines depuis presque exactement 21 ans ce jour-là. Mais il n'opérait en tant que capitaine que depuis environ 1 an et demi, et seulement quelques mois sur le Boeing 737NG, ce qui signifie qu'il n'avait que 188 heures sur ce type d'appareil. En début de carrière, il avait effectué environ 2500 heures de vol sur divers appareils plus légers en travaillant notamment à l'épandage agricole. Et après avoir rejoint Ethiopian, il avait ensuite volé sur le Boeing 757, 767, le 737-200, le THC-6 et en tant que capitaine sur le Fokker 50 avant de finir finalement sur le Boeing 737-800. Cela signifiait qu'il avait une large gamme d'expériences de vol et son dossier de formation était presque impeccable, à l'exception d'une seule remarque d'un formateur qui avait mentionné qu'il devait se concentrer davantage pendant la formation continue. D'après son entourage, il était en bonne santé, ne consommait pas d'alcool ni de tabac, et était sympathique et positif, sans trouble de la personnalité. Mais il avait travaillé très dur dernièrement, son dossier montrant qu'il avait volé 99 heures au cours des 30 derniers jours et 236 heures au cours des 3 mois précédents. Maintenant, il n'est pas rare que les nouveaux capitaines de notre type aient un emploi du temps assez chargé en raison de l'ancienneté, etc. Mais il avait reçu tout le temps de repos légalement requis et était également bien dans les limites du temps de service. Travaillant avec lui ce soir-là était un jeune premier officier éthiopien de 23 ans. Il était assez nouveau dans son rôle et avait obtenu son diplôme de l'Académie de formation de Ethiopian Airlines, seulement environ 1 an auparavant. Après cela, il avait été transféré directement dans la formation de dactylographie Boeing 737NG, d'où il avait obtenu son diplôme en août 2009, et il avait maintenant volé un total de 673 heures, dont 350 étaient sur le Boeing 737-800. Maintenant, pendant sa formation, ses instructeurs avaient été extrêmement positifs à propos de ses performances et il avait été considéré comme l'un des meilleurs cadets de sa classe. Le seul commentaire négatif inscrit dans son dossier de formation était après une seule séance de simulateur, lorsque l'un de ses instructeurs lui avait dit qu'il ne devrait pas interférer inutilement avec les tâches du pilote en vol et également ne pas poser de questions sans rapport. Entendre une telle chose pourrait évidemment être déconcertant et aurait pu le rendre plus passif en tant que pilote surveillant. Mais comme j'ai formé des centaines de cadets en dactylographie au cours de ma carrière, je reconnais aussi ce genre de commentaires d'instructeurs. Ils sont normalement donnés aux étudiants performants qui pourraient travailler avec un collègue légèrement plus faible et qui finissent donc par prendre le dessus lors de la session. C'est normalement conçu pour rabaisser la personne afin que l'équipe puisse mieux travailler ensemble lors des sessions à venir. Maintenant, cette évaluation semble également être confirmée par plusieurs commentaires de capitaines qui avaient réellement volé avec ce premier officier. Ils ont tous dit que ses appels et ses performances étaient ceux d'un premier officier senior qui disait ce qu'il devait dire quand il était censé le dire. Il était également en bonne santé en général, ne fumait que lors d'occasions festives et avait une personnalité agréable. Il aimait son travail et prenait toujours le temps de se préparer correctement avant chaque vol. Un excellent nouveau premier officier, en bref.
Maintenant, vous pourriez remarquer que je passe un peu plus de temps à décrire les pilotes ici que je ne le fais normalement, mais il y a une raison à cela, je vous le promets. Maintenant, en ce qui concerne la compagnie, Ethiopian Airlines est l'une des meilleures compagnies aériennes en Afrique et a remporté de nombreux prix. Elle a été créée en 1945 par l'empereur Haile Selassie en collaboration avec Trans World Airlines, et au moment de ce vol, elle desservait plus de 50 destinations dans le monde, ainsi que plusieurs aéroports domestiques. Elle avait un système de gestion de la sécurité opérationnelle, comprenant la surveillance des données de vol de leur flotte et l'entretien de leurs avions en bon état. Et en plus de cela, ils fournissaient également des cours détaillés sur la gestion des ressources de l'équipage à tous leurs équipages, auxquels ces deux pilotes avaient également participé. Mais malgré leur solide bilan en matière de sécurité, des incidents comme celui que vous allez voir nous rappellent que la sécurité aérienne est un défi mondial et quelque chose dont nous devrions tous essayer d'apprendre. Prenez par exemple les conséquences des deux tragédies du Boeing 737MAX qui ont conduit à des règlements juridiques révolutionnaires et à un examen mondial de l'industrie dans son ensemble. Et c'est quelque chose dont je parlerai davantage bientôt. Pour obtenir rapidement une vue d'ensemble complète lors d'événements majeurs, je me tourne vers Ground News, mon application et site web favori. Et en tant que sponsor à long terme, il contribue vraiment à rendre mon travail possible. Concernant les MAX 6, Boeing a récemment conclu un accord avec la famille d'une victime d'Ethiopian Airlines, évitant ainsi un procès civil fédéral. En concluant un accord à l'amiable, Boeing a reconnu sa responsabilité et a versé des milliards aux familles des victimes. Et en lisant cela sur Ground News, vous pouvez accéder à plus de 20 articles à ce sujet provenant de sources du monde entier. Comparer ces perspectives offre une vue beaucoup plus équitable et claire. First Pose, financé par le milliardaire indien Mukesh Ambani, suit les stratégies juridiques de Boeing, tandis que France 24, soutenu par le gouvernement français, offre un compte-rendu plus équilibré, soulignant le coût émotionnel pour les familles des victimes. Vous m'avez tous clairement fait comprendre que vous êtes frustrés par le manque de contexte et l'abondance de sensationnalisme que l'on trouve dans les médias grand public aujourd'hui, et Ground News est un excellent moyen de voir au-delà de cela. Quelque chose que je trouve personnellement très utile est cette évaluation de la factualité. D'un coup d'œil, il vous permet de décider de la fiabilité d'une source d'information en fonction du langage subjectif trouvé dans leur reportage imprimé et de la rapidité de leur correction. Je ne peux pas assez recommander Ground News, alors scannez ce code QR ou allez sur ground.news Mentorpilot pour économiser 50% sur l'accès illimité au plan Vantage, qui est le même plan que j'utilise. Assurez-vous d'utiliser MyLink pour leur plus grande réduction de l'année, que vous vous abonniez pour vous-même ou que vous l'envoyez en cadeau. Merci Ground News, poursuivons. En somme, c'était un équipage bien formé, mais peut-être un peu inexpérimenté sur ce type. La compagnie aérienne avait stipulé qu'un nouveau capitaine, c'est-à-dire quelqu'un avec moins de 300 heures sur ce type, comme ce capitaine, ne pouvait pas voler avec un premier officier ayant moins de 100 heures sur ce type. Mais comme ce premier officier avait 350 heures, cette restriction ne s'appliquait pas. Néanmoins, le 24 janvier 2010, les pilotes sont retournés à l'aéroport en soirée pour préparer le vol retour Ethiopian Airlines 409 vers Addis Abeba. Avec eux se trouvaient également 5 membres d'équipage de cabine et un officier de sécurité en vol qui avait été formé comme un membre d'équipage supplémentaire et qui se mêlerait aux passagers pour fournir de l'aide en cas de menace pour la sécurité. Les pilotes ont commencé à passer en revue leur matériel de briefing pré-vol et ont rapidement vu que le temps n'allait pas être aussi agréable ce soir-là. Des cumulonimbus isolés et des orages étaient prévus au sud-ouest, au nord-ouest et à l'est de l'aéroport de Beyrouth. Mais sur le terrain même, le temps était raisonnablement correct, avec seulement des vents légers et une visibilité de 8 km. Le reste du vol semblait bon et il n'y avait pas de non-temps les affectant, donc après avoir revu les plans de vol et décidé du carburant final, ils ont informé leur équipage de cabine et se sont dirigés vers l'aire de stationnement et leur brillant Boeing 737. Maintenant, l'avion était en bon état technique et les pilotes en étaient confiants car ils l'avaient déjà utilisé la nuit précédente. Et je comprends comment ils se sentaient car j'ai également piloté ce même avion exact. Pas le même type. Cet avion. Vous voyez, avant d'être vendu à Ethiopian, il avait été acheté neuf par mon employeur, et quand j'ai lu ce rapport final, j'ai dû prendre mon carnet de bord et vérifier. Et effectivement, c'était bien ça.
Cela rend cette histoire encore plus glaçante pour moi, car j'ai été assis sur cette même chaise, regardant ces mêmes instruments que ces pilotes. Le premier officier ayant probablement été le pilote de vol la nuit précédente, c'était maintenant au tour du capitaine. Cela signifiait que lorsqu'ils entraient dans le cockpit, le capitaine vérifiait le carnet de bord technique et s'assurait que tout allait bien, tandis que le premier officier posait simplement son sac et sortait pour sa promenade. Mais avant de nous plonger dans le vol en lui-même, nous n'avons pas mentionné comment ces deux pilotes se sentaient réellement. La transcription de l'enregistreur de voix du cockpit révèle qu'au démarrage, les pilotes discutaient du matériel de briefing reçu et tentaient de déterminer leur niveau de vol enregistré. Mais soudainement, le capitaine a également demandé ce qu'il y avait dans la nourriture que nous avions eue. Y avait-il de la weed dedans ou dans quelque chose? Le premier officier a ri et a demandé « Vous sentez-vous étourdi ?» À quoi le capitaine a répondu « Oh, je ne pouvais pas dormir. » Le premier officier a aussi ajouté la même chose. Cela a été suivi de quelques rires. Maintenant, cela peut sembler assez innocent, mais je veux que vous vous souveniez de cette conversation compte tenu de ce qui allait bientôt se passer. Le capitaine a continué à préparer le départ, et dans le cadre de cela, les deux pilotes ont effectué ensemble le calcul de performance. Cela comprenait la détermination de la quantité de poussée nécessaire pour le décollage en utilisant quelque chose connu sous le nom de D-rate fixe, qui réduira essentiellement la poussée au minimum possible pour un décollage sûr. Dans ce cas, le réglage minimum de 22 000 a été choisi. Après cela, les vitesses. 5 ont été déterminées selon l'état de la piste, la température et le poids. Enfin, ils ont décidé du réglage du trim de stabilisateur, ce qui est loin d'être anodin. Cela deviendra bientôt crucial, laissez-moi vous en dire plus avant de poursuivre. Le stabilisateur est l'ensemble de l'aile arrière horizontale de l'avion, et il peut être réglé à différents angles pour le décollage en fonction de la répartition du poids et de la poussée utilisée. Si par exemple l'avion est vraiment lourd à l'avant, en raison de nombreux sacs dans la soute avant, par exemple, eh bien alors le stabilisateur sera réglé à un angle plus relevé afin de faciliter la rotation pour les pilotes. Maintenant, la même chose est vraie avec la notation de poussée inférieure, car une poussée inférieure provoquera moins d'élan vers le haut du nez à partir des moteurs montés en dessous et nécessite donc plus de compensation vers le haut du nez. Il est vraiment important de calculer correctement ce réglage et aussi de le mettre en place, car sinon cela pourrait entraîner des problèmes pour faire décoller l'avion ou à l'autre extrémité du spectre conduire à une frappe de queue. Après le décollage, il est crucial de maintenir à jour le réglage de la compensation du stabilisateur, afin que le pilote n'ait pas à trop tirer ou pousser sur le volant de commande en vol. Une fois le pilote automatique engagé, il ajuste automatiquement, comme le montrent les deux roues de trim qui tournent de chaque côté de la colonne du levier de poussée. Selon le manuel de vol de l'aéronef, la compensation du stabilisateur aurait dû être réglée à 6,9 degrés encabrés pour cette configuration de vol. Mais curieusement, selon la copie de la feuille de chargement que les pilotes ont laissée derrière eux, ils l'ont plutôt calculé à 5,26 unités. Le calcul de performance réel n'a pas été enregistré sur l'enregistreur de voix du cockpit, donc la cause de cette erreur reste inconnue. Mais ce qui était encore plus étrange, c'est que le réglage du trim de stabilisateur que les pilotes ont réellement sélectionné était de 5,9 degrés, plus proche de ce qu'il aurait dû être, mais assez loin de ce qu'ils avaient calculé. Maintenant, ce que cette erreur signifierait pratiquement, c'est que l'avion allait être plus lourd à faire pivoter que la normale, mais il était toujours réglé dans la plage de décollage verte autorisée que l'avion était autorisé à utiliser. Maintenant, l'échelle de trim sur le 737 est notoirement assez grossière et difficile à obtenir exactement, mais c'était presque une unité complète de trop, et les pilotes auraient dû le remarquer. Maintenant, le rapport final a mentionné cela comme une sorte de note marginale, mais je pense que cela fait en réalité partie d'un schéma qui pourrait rendre ce qui va se passer un peu plus facile à comprendre. Quoi qu'il en soit, une fois que l'équipage de cabine a terminé l'embarquement des 82 passagers réservés pour le vol, les pilotes leur ont demandé de fermer les portes, d'armer les toboggans et de se préparer au départ. Les derniers éléments de la liste de contrôle avant le démarrage ont ensuite été complétés, puis vers 30 minutes après minuit, l'avion a commencé à reculer de son emplacement et a également démarré ses deux moteurs CFM56. Le premier officier a ensuite demandé le taxi au contrôleur, au sol de Beyrouth, et ils ont rapidement commencé à rouler en direction du point d'attente de la piste 2-1.
Maintenant, pendant le roulage, nous, les pilotes, faisons plusieurs choses, y compris la liste de contrôle avant le décollage, qui comprend la vérification que les volets sont correctement sélectionnés, dans ce cas à volet 5, que le trim de stabilisateur est correctement réglé, ce qui n'était pas le cas ici, mais personne ne l'a remarqué, et nous faisons également une revue du départ que nous avons devant nous. Maintenant, ces pilotes ont bien complété la liste de contrôle, mais aucun d'eux n'a discuté de ce qu'ils feraient par rapport aux nombreux orages qui étaient présents autour d'eux. Nous ne permettons jamais à l'avion de pénétrer dans une cellule rouge sur le radar météo, et pour éviter cela, il est donc vraiment important d'avoir un plan au cas où nous aurions besoin de demander des vecteurs radar après le départ pour éviter ces nuages orageux. Et le fait que cet équipage n'ait pas discuté de cela est un peu particulier, et je pense en fait que c'était un précurseur de ce qui allait bientôt se passer. Il semble essentiellement que ces pilotes n'étaient pas vraiment au top de leur forme ce soir-là. Pourquoi? Avez-vous déjà essayé de travailler quand vous ne vous sentez pas bien? Peut-être étiez-vous trop fatigué, que votre estomac vous faisait mal, que vous vous sentiez nauséeux, ou même un peu étourdi. Eh bien, si c'est le cas, vous savez que la plupart de vos capacités mentales sont alors sévèrement dégradées, et c'est une chose très humaine. Si vous êtes malade, le corps se concentrera sur cela, peu importe l'importance des autres tâches. Et c'est pourquoi nous devrions rester à la maison et nous soigner correctement lorsque c'est le cas. Maintenant, il n'y a aucune indication sur l'enregistreur vocal du cockpit ou autre que ces deux pilotes se sentaient mal, sauf cette discussion qu'ils ont eue à propos du repas qu'ils avaient mangé le jour précédent et comment ils n'avaient pas pu dormir correctement. Le rapport final a beaucoup détaillé comment la fatigue pourrait avoir des effets dévastateurs sur les performances du pilote, mais quelque chose que je ne pense pas avoir été suffisamment exploré était la remarque du capitaine qu'il pensait qu'il y avait quelque chose qui n'allait pas avec la nourriture. Vous souvenez-vous des mots qu'il a utilisés? Qu'y avait-il dans la nourriture que nous avons mangée? Y avait-il de la weed dedans? C'est une chose très étrange à dire si vous ne pouviez tout simplement pas dormir. Demander s'il y avait de la weed dans la nourriture et discuter du niveau d'étourdissement ressenti suggère qu'il y avait peut-être un problème avec le repas, quelque chose qui les a affectés au-delà de perturber leur sommeil. Et le point important à noter ici est que tous les deux avaient mangé cette même nourriture, et ils étaient d'accord pour dire que cela les avait également affectés de manière très similaire. Leur malaise ici pourrait expliquer pourquoi ils n'ont pas relevé le mauvais réglage du compensateur de stabilisation et l'absence de discussion approfondie sur la météo environnante pour le retour. Cela ne signifie pas qu'ils se sentaient assez mal pour se déclarer malades ou même pour en discuter, mais c'est surtout ce commentaire sur le fait de se sentir étourdi qui m'a marqué lorsque je l'ai lu. Néanmoins, l'avion s'est vite approché du point d'attente pour la piste 21 et on leur a demandé de changer de fréquence radio pour la tour de Beyrouth. L'équipage avait précédemment reçu l'autorisation de monter à 3000 pieds et de suivre le départ LATEP, un delta après le décollage, et cela inclurait un léger virage à droite après le départ pour prendre un radial de 220 degrés depuis le Very High Frequency Omnidirectional Range de CALD, et ensuite monter sur ce radial à 5000 pieds avant de tourner à droite vers un autre Very High Frequency Omnidirectional Range appelé Cheka. Mais, alors que cet avion était maintenant en train de rouler, le contrôleur de la tour pouvait voir une activité orageuse sur son radar dans cette zone, et il a donc pensé que ce serait une bonne idée de donner l'autorisation au vol 409 de simplement tourner à droite pour vérifier immédiatement après le départ afin d'éviter ce temps. Mais ils ne l'ont pas vérifié au départ avec le contrôleur. Vous voyez, à Beyrouth, il y a un terrain très élevé au sud de l'aéroport, et il y a aussi plusieurs zones militaires au sud-est et à l'est. Cela signifie que les arrivées et les départs ne pouvaient vraiment manœuvrer que dans la zone au nord et au nord-ouest, ce qui signifiait que toutes les arrivées et les départs devaient être étroitement coordonnés afin d'éviter les conflits. Quand le premier officier a contacté la tour, indiquant qu'ils étaient sur la voie Lima et approchèrent du point d'attente, le contrôleur les a autorisés à entrer, s'aligner sur la piste 21 et signaler camp prête pour le départ. Quand ils sont entrés sur la piste, le capitaine a activé le radar météo sur son écran de navigation et le premier officier a sélectionné le terrain sur le sien. Ils ont ensuite confirmé cela et le capitaine a également sélectionné une portée de 10 milles nautiques sur son panneau de contrôle Electronic Flight Instrument System plutôt que les 40 milles standards qu'ils utilisent normalement, ce qui lui permettrait de voir tous les détails de la météo la plus proche. Tous ces signes montraient qu'il était bien conscient du temps qu'ils avaient maintenant devant eux, même s'ils n'en avaient pas discuté pendant le taxi. Le premier officier a maintenant informé le contrôleur de la tour qu'ils étaient prêts pour le départ,
et cela a incité le contrôleur à les autoriser à décoller avec une autorisation modifiée pour tourner immédiatement à droite directement vers Cheka après le départ. Le premier officier a répété cela, incitant le capitaine à demander si l'autorisation d'altitude non standard de 3000 pieds était toujours valable. Le premier officier a confirmé, mais a proposé d'appeler le contrôleur pour vérifier. Maintenant, je vous donne tous ces détails parce qu'ils montrent qu'à ce stade, du moins, l'équipage fonctionnait bien et qui, malgré une erreur avec le trim, semblait être dans la boucle avec une bonne conscience de la situation et une bonne coopération entre eux. Mais cela allait bientôt changer. À 36 minutes et 30 secondes après minuit, le capitaine a avancé les leviers de poussée de 40% et 1% 1, puis a annoncé stabiliser, à quoi le premier officier a répondu « Oui ». Le capitaine a ensuite appuyé sur les boutons Toga, ce qui a fait bouger les leviers de poussée vers l'avant jusqu'au réglage de décollage de 22 000 et pendant que cela se passait, le premier officier a annoncé N1, sélection de cap, take off, go around, ainsi que la poussée de décollage réglée, la vitesse augmente. Le puissant Boeing 737 a commencé à accélérer rapidement sur la piste. Et juste quelques secondes après le début du roulage au décollage, on a pu entendre un peu de statique sur l'enregistreur de voix du cockpit, ainsi que le capitaine qui demandait « Tu as vu ça ?» Mais le premier officier a simplement répondu « 80 nœuds, maintien de la manette des gaz », alors qu'ils accéléraient maintenant dans la phase à haute vitesse du décollage et ils n'avaient apparemment rien vu d'important. Bien qu'incertain, le capitaine a probablement réagi à un éclair aperçu depuis sa fenêtre, sans impact direct sur l'avion. Au moins, aucune anomalie n'a été détectée sur l'enregistreur de données de vol à cet instant. Quelques secondes plus tard, l'avion avait atteint 145 nœuds et le premier officier a annoncé V1 rotate et le capitaine a commencé à faire pivoter l'avion. Le décollage a ensuite pris environ 7 secondes, ce qui est normal. Mais après la rotation, le capitaine a dû maintenir une pression arrière sur ses commandes afin de maintenir la bonne attitude. Souvenez-vous, le trim de stabilisateur était mal réglé, d'où le résultat. Maintenant, voici déjà le tout premier indice que peut-être tout n'était pas comme il aurait dû l'être avec le capitaine. Vous voyez, tout pilote qui sent que l'avion n'est pas correctement équilibré commencera instinctivement et immédiatement à le régler. Sur le 737, cela se fait à l'aide d'un interrupteur de réglage électronique sur le côté gauche du manche du capitaine, un élément familier pour lui. Mais même si c'était le cas, il a fallu encore 20 secondes avant que le trim ne soit déplacé du tout. Et quand il l'a été, il l'a fait pendant moins d'une seconde, ce qui signifie que le trim n'a bougé que de 5.9 à 6.1 unités. Toujours loin du 6.9 où il aurait dû être, ce qui signifie qu'il a dû continuer à tirer sur ses commandes pour moi. C'est un signe possible que quelque chose commençait maintenant à mal tourner avec le capitaine. Mais il aurait été complètement impossible de le remarquer pour le premier officier. Le pilote automatique aurait pu être engagé dès 400 pieds, selon la réglementation éthiopienne, mais le capitaine a préféré continuer à piloter manuellement. Il a bientôt appelé NAV, sélection de cap plutôt, pour que le premier officier engage un mode de roulis pour que ses directeurs de vol suivent et le fait qu'ils se soient repris ici et se soient souvenus qu'ils avaient reçu un amendement tardif à la clearance montre qu'il était encore raisonnablement dans le jeu. Le premier officier a sélectionné le cap, mais simultanément, le contrôleur de la tour leur a ordonné de tourner à droite sur un cap de 315 degrés. Il venait d'être informé de le faire par le contrôleur de départ, qui avait été moins qu'impressionné par son autorisation pour le vol de se diriger vers la Tchéquie, car il y avait déjà plusieurs arrivées venant de cette direction. Le premier officier a répondu « 315, bien reçu », puis a sélectionné cette valeur sur le panneau de contrôle du mode, qui a aussitôt fait tourner les directeurs de vol sur l'affichage principal du capitaine, indiquant la manœuvre à effectuer. Il est utile d'expliquer comment fonctionnent les directeurs de vol sur le Boeing 737-800. Ils se composent de 2 lignes magenta projetées sur l'affichage de vol principal, et ils se déplacent en fonction de ce que le système de directeur de vol de l'autopilote veut que l'avion fasse. La ligne horizontale montre au pilote comment piquer pour suivre le mode sélectionné sur le panneau de contrôle, que ce soit la montée, la descente ou le maintien d'altitude. Et la ligne verticale se déplace à gauche ou à droite pour montrer comment l'avion doit être tourné afin de suivre le mode de roulis qui est utilisé. En tant que pilote, vous devez simplement placer le symbole de l'avion exactement au milieu de la croix formée par ces 2 lignes, et l'avion fera exactement ce qu'il est censé faire, comme suivre un programme de départ ou, comme dans ce cas, une direction, et aussi suivre un profil vertical. C'est un système très efficace,
et il commence même à réduire les commandes de tangage et de roulis à l'avance avant d'atteindre les valeurs sélectionnées afin d'aider les pilotes à manœuvrer en douceur. Lorsque les directeurs de vol volent avec précision, ils aident grandement à réduire la charge de travail. Souvenez-vous de ça. Le capitaine a commencé à tourner et a annoncé peu après N1, vitesse des volets levés, ce à quoi le premier officier a répondu « Roger ». C'était une instruction pour augmenter la vitesse sur le panneau de contrôle du mode, afin de faciliter une accélération pour rentrer les volets. Cependant, le fait que le capitaine ait initialement demandé la mauvaise vitesse pourrait être un signe qu'il commence à avoir des difficultés. Cependant, du point de vue du premier officier, cela aurait toujours été impossible à identifier car des erreurs bénignes se produisent tout le temps. Et jusqu'à présent, ce vol suivait parfaitement le profil standard. L'avion passait maintenant à 1450 pieds et était toujours hors d'équilibre, donc le capitaine devait constamment tirer en même temps qu'il tournait maintenant aussi. 7 secondes plus tard, il a ajusté correctement, lui permettant de relâcher la pression arrière, mais il a continué à piloter manuellement. Quand la vitesse des volets relevés a été choisie, le premier officier l'a annoncé. Pendant ce temps, le contrôleur de la tour les a appelés et transférés au prochain contrôleur sur la fréquence 119,3. Le premier officier a entré la nouvelle fréquence dans la radiocommunication. 1 mai avant d'appeler le contrôleur, le capitaine lui a demandé de sélectionner les volets à 1, ce qu'il a fait rapidement. Pendant ce temps, l'avion accélérait continuellement, et bientôt le système de réglage de vitesse, qui est un système automatique d'augmentation de la stabilité de la vitesse, a commencé à s'activer et à régler l'avion encore plus loin à 7,6 unités. C'est tout à fait normal et cela se produit tout le temps, surtout pendant cette phase de vol lorsque l'avion change à la fois de vitesse et de configuration. Donc aucun des pilotes n'aurait beaucoup réagi à ce mouvement. Il dépassait les 2000 pieds lorsque le premier officier a contacté le contrôle de Beyrouth, qui les a salués et leur a demandé de poursuivre l'ascension jusqu'à 29 000 pieds, le niveau de vol 2900. Le premier officier a lu son dos et l'a entré dans le panneau de contrôle du mode. Le pilote qui surveille doit faire toutes les entrées sur le panneau de contrôle du mode pendant que le pilote en vol pilote manuellement. Mais alors qu'il faisait cela, les premiers signes vraiment sérieux que le capitaine commençait maintenant à perdre pied sont soudainement apparus. À ce stade, il continuait de tourner et de réduire encore plus, mais il approchait également rapidement du cap sélectionné de 315 degrés. Cela signifiait que les directeurs de vol ont commencé à se déplacer dans la direction opposée, vers la gauche, afin de déclencher une sortie de virage en douceur. Mais le capitaine ne réagissait pas du tout à cela. Au lieu de cela, il a simplement continué à augmenter l'angle d'inclinaison vers la droite. Il a aussi demandé de relever les volets, ce que le premier officier a fait. Et au même moment, le nouveau contrôleur les a appelés et leur a dit « Monsieur, je vous suggère, en raison du temps, de suivre la direction 270 pour être au clair pendant 15 à 20 miles, puis aller à Cheka, et c'est à vous de décider la direction. » Parce que pendant que tout cela se passait, le temps à l'extérieur n'était clairement pas bon. Il y aurait eu beaucoup de retours sur l'affichage météo du capitaine. Et en plus de cela, il faisait noir dehors, probablement seulement percé par l'éclair occasionnel, et il volait continuellement à l'intérieur des nuages. Il est donc possible que le capitaine se concentrait principalement sur ses conditions extérieures et a donc perdu sa concentration sur son virage, ce qui l'a également amené à manquer la direction. Des choses plus étranges se sont produites. Et le premier officier n'a peut-être pas signalé cela parce qu'il était occupé avec la radio, la sélection des volets et la mise à jour de la nouvelle autorisation sur le mode contrôle panel, qui sait. Mais cela n'explique pas ce qui s'est passé après. Alors que l'avion avait maintenant dépassé le cap demandé de 315 degrés, l'angle d'inclinaison avait également augmenté régulièrement jusqu'à ce qu'il dépasse finalement 35 degrés, déclenchant 3 avertissements consécutifs d'angle d'inclinaison. Et maintenant, des choses vraiment étranges ont commencé à se produire, car le capitaine a commencé à ajuster le nez de l'avion vers le haut, tout en poussant simultanément la colonne de contrôle vers l'avant. Maintenant, cela n'a aucun sens pour moi. Et en fait, il y a une fonction sur le design spécifiquement pour arrêter l'ajustement contraire au mouvement sur la colonne de contrôle. Donc, la seule façon dont il aurait pu faire cela aurait été en relâchant la pression de la colonne de contrôle, puis en ajustant. Ou si le commutateur de dérogation de l'ajustement du stabilisateur était activé, mais j'en doute. Le rapport final n'a pas clarifié comment cela s'est produit, mais c'était définitivement contraire à la façon dont un avion devrait être piloté. Et cela allait bientôt empirer.
La vitesse à ce stade était de 196 nœuds, ce qui est la dernière fois qu'il a réellement utilisé le trim. Après cela, il n'y aurait plus d'entrée de trim manuel, signifiant que l'avion a verrouillé cette vitesse comme cible pour laquelle les pilotes ajustèrent le trim. Les avertissements persistants d'angle de roulis occupaient probablement l'attention des pilotes. Mais curieusement, le premier officier n'a pas signalé cela, quelque chose qu'il aurait définitivement dû faire, et surtout lorsqu'il a vu que le capitaine ne réagissait pas immédiatement à cela. Au lieu de cela, le capitaine a maintenant crié 21 répété, indiquant qu'il avait entendu l'appel de le contrôle de la circulation aérienne, mais ne se souvenait pas de la direction vers laquelle on lui avait dit de se tourner. Le premier officier a rappelé le contrôleur pour confirmer la direction 210, mais ce dernier a répondu négativement, refusant le contrôle direct pour le vol éthiopien 409. Virez à gauche, cap 270. Maintenant, il a probablement vu que l'avion semblait continuer son virage pour regarder le Very High Frequency Omnidirectional Range au lieu de suivre la clearance qu'il venait de leur donner. Et le capitaine a réagi à cela en demandant « Cap à gauche ». 270 en même temps que le premier officier répétait le cap correct à la tour de contrôle aérien et le réglait également sur le panneau de contrôle du mode. Maintenant, le fait que le capitaine ait dû demander à nouveau juste après avoir entendu la confirmation à la radio est assez révélateur. Cela indique que tout ce qui se passait maintenant commençait vraiment à le submerger. Sa charge de travail augmentait clairement de plus en plus, et ses entrées de trim étranges rendaient difficile pour lui d'exécuter même cette manœuvre relativement simple de changement de direction. Le premier officier a maintenant annoncé 270 degrés réglés, et cela a soudainement amené le capitaine à tourner brusquement le volant vers la gauche, créant un roulis rapide à 45 degrés d'inclinaison à gauche puis à 64 degrés, ce qui a évidemment provoqué encore plus d'alertes d'angle d'inclinaison, mais dans l'autre direction. Maintenant, ce comportement est assez cohérent avec quelqu'un qui perd son balayage d'instruments et réagit donc soudainement lorsqu'il réalise qu'il a dépassé une valeur commandée. La façon de corriger cela est de s'assurer que l'avion est correctement équilibré, puis de simplement ramener les ailes de l'avion à niveau pour revenir à l'intérieur de la boucle et continuer le virage, ou simplement de suivre les directeurs de vol qui lui auraient clairement montré comment piloter. Mais aucune de ces choses ne s'est produite. Il est utile d'expliquer comment nous, les pilotes, définissons un déséquilibre d'avion, c'est-à-dire un avion qui vole d'une manière potentiellement dangereuse. On dit qu'un avion est en déséquilibre si un ou plusieurs des paramètres suivants sont dépassés. Une attitude de tangage supérieure à 25 degrés nez en l'air, supérieure à 10 degrés nez en bas, des angles de roulis supérieurs à 45 degrés dans n'importe quelle direction, ou inférieurs aux paramètres ci-dessus, mais volant à une vitesse inappropriée pour ces conditions. Si nous nous trouvons dans un avion en déséquilibre, la toute première chose que nous devons faire est de nous assurer que l'avion n'est pas en décrochage, c'est-à-dire que les ailes ne produisent pas de portance comme elles le devraient en raison d'un angle d'attaque trop élevé. S'il est en décrochage, nous devons d'abord sortir du décrochage en diminuant l'angle d'attaque, effectivement en poussant le manche vers l'avant et ainsi en déchargeant les ailes. Après avoir résolu le décrochage et qu'il n'y a plus de vibration du manche, nous devons alors déconnecter tous les automatismes et appliquer un ensemble très strict de techniques de récupération, selon qu'il s'agit d'une situation de déséquilibre avec le nez en haut ou le nez en bas. Maintenant, ces deux procédures aspirent à atteindre la même chose, un avion stable, sans décrochage, volant en toute sécurité. Dans une telle manœuvre, il est essentiel que le pilote surveillant soit impliqué, signalant tout écart et s'assurant que chaque action est bien exécutée. Et une chose de plus. Cette procédure stipule également clairement que l'utilisation excessive du trim, et surtout du gouvernail, peut aggraver le déséquilibre et entraîner une perte de contrôle. Le gouvernail, qui se situe à l'arrière du stabilisateur vertical, contrôle l'avion autour de l'axe de lacet et ne nécessite aucune intervention du pilote pendant les opérations normales, sauf lors des décollages et atterrissages par vent de travers et des pannes de moteur. Au lieu de cela, le gouvernail est normalement géré par l'amortisseur de lacet, qui assure entre autres la coordination des virages. Et le problème de la mauvaise utilisation du gouvernail est qu'elle peut à la fois devenir très inconfortable et également entraîner des effets secondaires sur les commandes de vol. Par exemple, si vous pilotez un avion en ligne droite et que vous poussez soudainement le gouvernail à droite, cela provoquera un lacet à droite, faisant avancer l'aile gauche plus rapidement que la droite. Cela, combiné au fait qu'une aile gauche sur un avion à aile en flèche sera maintenant effectivement moins en flèche par rapport à la droite, entraînera plus de portance sur l'aile gauche, provoquant un roulis vers la droite.
Donc, non seulement l'avion sera en lacet, mais elle sera également en roulis. Gardez cela à l'esprit alors que nous poursuivons ce vol. Le capitaine inclinait maintenant l'avion très sévèrement vers la gauche. En réponse, il a d'abord accentué l'aileron gauche avant de finalement corriger vers la droite. Mais il n'a pas corrigé suffisamment pour réduire correctement l'inclinaison. Il est possible qu'il commençait maintenant à être véritablement désorienté et que le manque de repères extérieurs n'a fait qu'aggraver cette situation. Encore pire. Dans des cas comme celui-ci, nous, les pilotes, devons nous concentrer sur et faire confiance à notre affichage de vol principal et à nos instruments, car l'oreille interne et les organes d'équilibre peuvent provoquer toutes sortes d'illusions et de villas autrement. L'avion volait maintenant à une vitesse de 243 nœuds et passait 4320 pieds. Et comme l'angle d'inclinaison à gauche était toujours supérieur à 35 degrés, une nouvelle série d'avertissements d'angle d'inclinaison a commencé à retentir dans le cockpit à l'heure 0039 et 40 secondes. On pouvait entendre le capitaine dire « OK, engagez le pilote automatique ». Mais comme il fournissait toujours des entrées sur les commandes, cela n'était pas possible. L'une des conditions pour l'engagement du pilote automatique est que l'avion soit en équilibre sans aucune intervention du pilote. Donc, ce que nous faisons normalement, c'est d'équilibrer parfaitement l'avion, puis de relâcher les commandes juste avant de l'engager. Mais le capitaine n'a jamais fait cela ici, ce qui signifie que le pilote automatique n'a jamais été engagé. Et il est très probable que le capitaine se sentait tellement dépassé à ce stade qu'il espérait simplement que le pilote automatique intervienne et s'en occupe, ce qu'il aurait probablement aussi fait s'il avait réussi à l'engager. Maintenant, alors qu'il luttait avec cela, il a également relâché sa poussée vers l'avant sur le volant, provoquant le cabrage de l'avion et également la baisse de la vitesse. Rappelez-vous, il avait été réglé pour une vitesse d'environ 195 nœuds à ce stade. Le premier officier n'a pas répondu à l'appel du capitaine pour engager le pilote automatique. De plus, il n'aurait pas pu l'engager puisque le capitaine intervenait toujours sur les commandes. Il est aussi possible qu'il n'ait pas entendu cet appel, car il y avait désormais une forte pluie qui s'abattait sur l'avion, à tel point que cela a été capté par l'enregistreur vocal du cockpit. Pendant toute cette manœuvre, les moteurs fonctionnaient continuellement à ou près de la poussée de décollage, avec la manette des gaz extérieurs toujours engagée, et le premier officier restait mystérieusement silencieux. La température extérieure était maintenant inférieure à 10 degrés Celsius, sous la pluie. Le système anti-givre du moteur aurait dû être activé, mais personne n'en a parlé, pas plus que la checklist après le décollage, qui aurait dû être complétée. Maintenant, rien de tout cela n'a fait une réelle différence pour ce vol, mais c'est encore un autre signe que les deux pilotes étaient maintenant préoccupés par d'autres choses qu'ils auraient dû l'être. Finalement, le capitaine a réussi à contrôler le virage à gauche et à ramener l'avion en position horizontale à 204 degrés. Le tangage a atteint 12 degrés vers le haut et a continué d'augmenter, entraînant une baisse constante de la vitesse. Et à l'heure 0:39 et 46 secondes, un contrôleur maintenant légèrement inquiet a appelé l'avion et a dit « Éthiopian 409, suivez la direction 270, tournez à droite, direction 270. » Le premier officier a une fois de plus répété cela, mais on l'a entendu plus tard le confirmer à nouveau au capitaine, qui apparemment ne comprenait toujours pas dans quelle direction il était censé tourner. Et cela même si les directeurs de vol étaient juste devant lui, lui donnant des indications sur ce qu'il devait faire. Alors, que se passait-il réellement ici? Eh bien, j'ai déjà mentionné que le capitaine semblait être désorienté, mais pourquoi était-ce le cas et pourquoi le premier officier n'indiquait-il pas le surbancage et les virages manqués? Eh bien, nous ne pouvons que spéculer ici, mais le premier officier était tout nouveau, et même s'il avait bien performé avec d'autres capitaines et avait reçu la formation requise, il n'aurait probablement jamais vu ce type de manœuvre auparavant. Les forces G associées, en combinaison avec de fortes pluies et des turbulences, ont peut-être masqué le fait que le capitaine avait du mal. Peut-être pensait-il simplement que le capitaine faisait de son mieux dans les circonstances. En revanche, le capitaine, avec son expérience des avions légers, nécessitant de grandes compétences de pilotage, et son expérience sur les Boeing 757 et 767 similaires aux 737, aurait dû facilement gérer ces manœuvres bénignes, mais avait clairement des problèmes. Le rapport final parle de fatigue possible due à un manque de sommeil et à un travail très intense ces derniers mois. Mais j'ai le sentiment qu'il y avait plus que ça. Ma théorie personnelle est que l'intoxication alimentaire que ces pilotes avaient subie affectait maintenant leur état physique et augmentait la désorientation que le capitaine ressentait.
Cela aurait également pu affecter le premier officier et sa capacité à surveiller ce qui se passait. Mais encore une fois, ce n'est que ma théorie. Maintenant, je suppose que nous devrions également nous rappeler la réprimande que le premier officier avait reçue pendant sa formation pour ne pas interférer autant avec le pilote en vol, mais il n'avait montré aucune tendance à ne pas pouvoir s'exprimer avant ce vol, donc je trouve cela un peu tiré par les cheveux. Pour mon équipe Patreon, discutons-en lors de notre prochaine rencontre Zoom. J'aimerais entendre l'avis des autres dans les commentaires ci-dessous. Quoi qu'il en soit, ce cauchemar était loin d'être fini. Comme le tangage augmentait maintenant régulièrement sans aucune entrée enregistrée sur les commandes pour l'arrêter, l'avion avait grimpé à 7250 pieds et la vitesse était maintenant de retour à 159 nœuds et continuait à diminuer. Maintenant, ceux d'entre vous qui ont suivi ma chaîne pendant un certain temps savent ce que cela signifie. L'angle d'attaque augmentait maintenant et approchait de la valeur critique où les ailes ne seraient bientôt plus en mesure de continuer à produire de la portance. Un décrochage, en d'autres termes. Comme l'avion était toujours piloté manuellement, il n'y avait aucune protection pour forcer le nez à descendre, mais le système de trim de vitesse s'est activé et a ajusté vers l'avant pour aider le pilote à faire descendre le nez. Il y aurait également eu beaucoup d'autres avertissements, comme une boîte de vitesse clignotante jaune autour de la vitesse, une alerte de buffet sur le Flight Management Computer Control Display Unit, les sourcils apparaissant sur l'affichage de vol principal, ainsi que la vitesse se rapprochant des poteaux de barbier rouge et noir sur la bande de vitesse. Mais aucun de ces avertissements ne semble avoir été remarqué par les pilotes. Ils ne corrigeaient pas non plus leur cap vers 270 degrés comme le contrôleur leur avait demandé de le faire. La vitesse est tombée à 140 et 1 nœud et le stick shaker s'est activé. Un signe sûr d'un décrochage imminent. Lorsque cela arrive, les pilotes sont entraînés à n'avoir qu'une seule réaction. Effectuer la manœuvre d'approche du décrochage et de rétablissement. Cela a été mis à jour au fil des ans, mais essentiellement, cela inclut tenir fermement la colonne de contrôle, désengager tous les automatismes, appliquer doucement l'ascenseur vers le bas, rouler dans la direction la plus courte vers le niveau des ailes, appliquer la poussée au besoin et vérifier que le frein de vitesse est abaissé. Mais dans ce cas, le tangage a simplement continué à augmenter jusqu'à atteindre un terrifiant 38 degrés. N'oubliez pas, la limite de déséquilibre est de 25 degrés. Simultanément, un roulis à gauche a aussi débuté, probablement dû au décrochage de cette aile en premier, atteignant 68 degrés, déclenchant d'autres alertes d'angle de banque. Cela a amené le capitaine à s'exclamer « Qu'est-ce que c'est ?» Puis il l'a répété plus fort. « Qu'est-ce que c'est ?» Mais le premier officier n'a pas répondu. Cela montre clairement que le capitaine était maintenant tellement désorienté qu'il ne pouvait tout simplement pas comprendre ce qui se passait et voulait désespérément de l'aide. Mais le fait qu'il intervenait sur les commandes et parlait également pourrait effectivement avoir entravé la volonté du premier officier d'intervenir. Vous voyez, il y a beaucoup de formations à l'incapacité qui est faite pendant une formation de certification de type, mais c'est presque toujours fait sous la forme d'une incapacité totale où le capitaine simule une crise cardiaque et perd connaissance. Maintenant, c'est assez facile à diagnostiquer, car nous sommes formés pour comprendre que toute non-réponse à 2 appels consécutifs pourrait signifier une incapacité. Mais si le capitaine travaillait clairement encore, était-il vraiment incapacité? Il existe quelque chose connu sous le nom d'incapacité subtile, qui est défini comme un pilote toujours capable d'intervenir sur les commandes et de parler, mais le faisant de manière erratique et inappropriée pour la situation. C'est clairement ce que nous avons ici, mais ce type d'incapacité est beaucoup plus difficile à diagnostiquer et retirer les commandes à un collègue beaucoup plus ancien qui semble essayer de résoudre la situation aurait été très difficile à faire. Après quelques secondes de virage à gauche en panne et probablement en réponse aux nouveaux avertissements d'angle de banque, le capitaine a tourné brusquement son volant de contrôle à droite et a commencé à entrer du gouvernail droit, combiné à une légère poussée sur la colonne de contrôle. Le nez de l'avion a donc commencé à descendre, augmentant finalement la vitesse, mais le stick shaker était toujours actif. On pouvait maintenant entendre le capitaine dire vitesse, mais toujours sans aucune autre réponse du premier officier. Maintenant, ces entrées à droite sur l'aileron et le gouvernail ont également commencé à avoir un effet, et lorsque l'avion a commencé à revenir vers le niveau des ailes, le capitaine a maintenant appelé à faire demi-tour 4 fois de suite rapidement, et à cela, le premier officier a également répondu « Roger, faire demi-tour ». Mais l'avion était toujours en décrochage et, étrangement, le capitaine a commencé à tirer momentanément en arrière sur son manche, ce qui a fait monter l'attitude à 11 degrés d'angle d'attaque avant de la ramener vers l'horizon.
Les leviers de poussée ont été poussés vers l'avant, ramenés en arrière de quelques centimètres, puis la manette des gaz extérieurs a été déconnectée et les leviers de poussée ont été poussés vers l'avant jusqu'à l'arrêt, produisant un bruit sourd sur le enregistreur de voix de cabine. Donc, ce que nous pouvons voir ici, c'est une rafale de différentes entrées, chacune d'entre elles n'étant pas cohérente avec la phase de vol ni avec la situation dans laquelle se trouvait l'avion. Mais au moins, le nez de l'avion descendait maintenant et la vitesse augmentait. Donc, il semblait que le pire était peut-être maintenant terminé. Mais ce n'était pas le cas. Le contrôleur de la zone de Beyrouth, qui avait regardé son écran radar et n'avait pu voir que l'avion semblait ignorer son instruction de tourner à droite, les a maintenant rappelés avec une instruction plus sévère. Ethiopian 409, suivez la direction 270, tournez à droite, direction 270 maintenant. Et il a fait cela parce qu'il pouvait voir que l'avion se dirigeait maintenant directement vers le terrain élevé au sud de l'aéroport. Le premier officier lui a répondu, maintenant très stressé, disant « Roger, Roger », avec en arrière-plan le bruit de la pluie battante. À 0h40 et 28 secondes, le stick shaker s'est finalement arrêté, mais le rapide retour à droite avait maintenant amené le capitaine à commencer à entrer l'aileron gauche, probablement pour arrêter ce roulement. Mais en faisant cela, il a également laissé le gouvernail droit en place, ce qui a conduit l'avion à voler maintenant avec quelque chose maintenant connu sous le nom de commande croisée, ce qui est très inhabituel pendant un vol normal et peut-être très dangereux. Vous rappelez-vous ce que je vous ai expliqué sur les effets indésirables de l'utilisation du gouvernail? Oui, le gouvernail droit qu'il utilisait maintenant contrait l'entrée de l'aileron gauche, masquant effectivement son effet. Durant les 20 secondes suivantes, la vitesse a continué de croître, dépassant les 195 nœuds. Le système de réglage de vitesse s'est alors réactivé, ajustant le nez vers le haut pour maintenir cette vitesse. L'avion a rapidement atteint une altitude de 6000 pieds et une vitesse de 238 nœuds avant que la pression vers l'avant sur la colonne de contrôle ne soit soudainement relâchée, et l'avion a de nouveau commencé à piquer du nez tout en maintenant les commandes croisées. Lorsque le capitaine a arrêté de pousser le gouvernail quelques secondes plus tard, cela a cessé de masquer les entrées d'aileron qu'il continuait à entrer, provoquant le roulis rapide de l'avion vers la gauche. Et comme il continuait à monter, cela était également associé à la vitesse qui continuait à diminuer. Le premier officier a dû maintenant remarquer la tendance de la vitesse sur son affichage de vol principal, car il a annoncé « la vitesse diminue » et puis seulement quelques secondes plus tard, la vitesse descend. Pour la première fois, le capitaine a demandé l'aide du premier officier en lui disant d'essayer de faire quelque chose. Mais il ne semble pas que le premier officier ait compris cet ordre car il n'a rien fait ni suggéré, encore moins pris le contrôle. La vitesse était maintenant en dessous de 200 nœuds et l'inclinaison à gauche avait augmenté au-dessus de 35 degrés, provoquant une autre série d'avertissements d'angle de virage. Et cela s'est produit presque simultanément avec le déclenchement de l'avertisseur de décrochage suivant. Le capitaine a réagi comme il l'avait fait la première fois, en appliquant l'aileron droit et le gouvernail droit. Mais comme les ailes étaient en décrochage, le roulis à gauche a continué à augmenter, atteignant finalement 75 degrés. Comme ce qu'il faisait ne semblait pas fonctionner, le capitaine a maintenant changé de tactique et a tourné le volant vers la gauche tout en maintenant le gouvernail à droite. Maintenant, évidemment, cela n'aiderait pas, mais les réactions du capitaine à la situation n'avaient maintenant plus aucun sens. Et le premier officier resta silencieux. Le capitaine a aussi commencé à tirer sur sa colonne de contrôle vers l'arrière, l'opposé de ce qu'il faut faire en situation de décrochage. Et en faisant cela, l'avion a atteint son point le plus haut de 9000 pieds avant de commencer à tomber. Le contrôleur aérien a appelé désespérément le vol Ethiopian 409 pour la 4e fois, l'avertissant qu'il se dirigeait vers la montagne et lui ordonnant de tourner immédiatement vers la direction 270. Mais cette fois, il n'y a eu aucune réponse, juste une activation du micro de 3 secondes. Malgré les tentatives désespérées du capitaine pour arrêter l'inclinaison gauche croissante, l'avion a continué à se renverser jusqu'à ce qu'il atteigne finalement l'angle d'inclinaison le plus élevé jamais enregistré de 118 degrés, signifiant partiellement à l'envers. Des entrées d'aileron et de gouvernail à droite ont à nouveau été enregistrées, ce qui aurait pu indiquer que le capitaine essayait de ramener l'avion à un niveau d'aile. Mais cet angle d'inclinaison extrême signifiait maintenant aussi que le nez de l'avion avait chuté à moins 48 degrés, provoquant une spirale de plongée terrifiante.
Comme je l'ai dit précédemment, la toute première chose à faire lorsqu'on est confronté à une perturbation est de s'assurer que l'avion n'est pas en décrochage. Mais cela n'était clairement pas la priorité ici. Lorsque l'avion a traversé 7300 pieds, la vitesse avait augmenté à 228 nœuds et l'inclinaison à gauche avait en fait légèrement diminué à seulement 45 degrés. Mais maintenant, le capitaine a de nouveau tourné son volant de contrôle vers la gauche, neutralisé le gouvernail de droite, puis poussé le gouvernail de gauche. Cela a évidemment rendu le mouvement en spirale encore plus fort, avec le tangage qui était maintenant descendu à moins 63 degrés. Les commandes ont rapidement été déplacées à droite à nouveau, mais le gouvernail a été maintenu à gauche et l'avion est resté en décrochage jusqu'à l'heure 00:41 et 22 secondes, lorsque l'angle d'attaque a finalement été suffisamment réduit pour que le vibreur de manche cesse de sonner. Mais comme le nez de l'avion pointait maintenant presque directement vers le bas, ils accéléraient massivement et étaient toujours en grand danger de mort. Plongeant à 1557,24 mètres, la vitesse avait atteint 283 nœuds. Le capitaine, assis avec les commandes croisées, les poussait vers l'avant, accentuant la plongée. À ce stade, il était clairement si désorienté qu'aucune de ses entrées n'avait aucun sens. Il est possible que les attitudes extrêmes aient rendu difficile pour lui d'interpréter les instruments qu'il avait devant lui, et que les forces G aient également pu jouer des tours avec son système vestibulaire. Mais quelle que soit la cause de ce chaos, il était encore plus étrange que son premier officier ne disait ni ne faisait rien. Il ne fait aucun doute qu'il devait maintenant savoir que ce qui arrivait à l'avion était en partie causé par le capitaine. Donc, son inactivité ici ne peut pas être correctement expliquée. Bien que difficile à croire, il aurait été possible de sauver cet avion en appliquant la bonne technique de récupération, en fermant les leviers de treillis et peut-être en utilisant un peu de trim de tangage. Mais, comme je suis sûr que vous l'avez deviné maintenant, cela n'a pas été fait. Au lieu de cela, cette dernière poussée vers l'avant sur la roue de contrôle, associée aux commandes croisées, a scellé le sort de cet avion. Quelques secondes plus tard, le claquement d'alerte de survitesse a pu être entendu sur l'enregistreur vocal du cockpit, et les derniers enregistrements du enregistreur de données de vol indiquaient une vitesse de 407 nœuds. C'est 67 nœuds au-dessus de la vitesse maximale autorisée et 7 nœuds au-dessus de la vitesse de plongée structurelle maximale démontrée. Le tangage était encore à moins 32 degrés à ce moment-là, avec une inclinaison à gauche de 60 et 1,5 degrés et une charge à l'air de 3,75 G. Une combinaison absolument catastrophique alors que cet avion a dépassé 1291 pieds. 2 secondes plus tard, un fort bruit est audible sur l'enregistreur vocal du cockpit, dont l'origine est incertaine. Cela aurait pu être soit l'avion qui se désintègre, soit l'impact avec l'eau. Mais dans tous les cas, à 0h41 et 30 secondes, seulement 5 minutes après que le capitaine ait mis la poussée de décollage, le vol 409 d'Ethiopian Airlines s'est écrasé dans la mer Méditerranée et les 90 âmes à bord ont été immédiatement perdues. Le trafic dans la zone et les témoins au sol ont rapporté avoir vu une boule de feu orange au-dessus de la mer au moment de l'accident, amenant les enquêteurs à envisager initialement une explosion. Mais il est plus probable que ces personnes aient vu soit un éclair, soit les feux d'atterrissage de l'avion illuminant les nuages bas pendant les dernières secondes de sa chute. Le contrôle du trafic aérien a tenté en vain de contacter l'avion suite à l'accident. Face à l'échec, ils ont déclenché l'alarme et lancé une vaste opération de recherche et de sauvetage. Des débris dispersés, accompagnés de quelques restes humains, ont rapidement été trouvés flottant à la surface de la mer, mais en raison du mauvais temps dans la zone, il faudrait beaucoup de temps et un grand effort international pour finalement trouver l'épave au fond de la mer. Après cela, le magnétophone du cockpit et l'enregistreur de données de vol ont également été trouvés, et avec leur aide, les enquêteurs ont rapidement pu reconstituer l'histoire déroutante et horrifiante que je viens de vous raconter. Un des débris avait de la suie noire dessus, ce qui pourrait indiquer un incendie, mais cette hypothèse a été rapidement écartée après que la suie a été correctement identifiée. Et aucun des corps à bord n'a montré de signes d'explosifs ou de dommages causés par le feu. Malheureusement, sans autopsie sur les 2 pilotes, nous ne saurons jamais s'ils souffraient d'une maladie ou d'une intoxication alimentaire, ni comment cela s'est produit. Mais, comme je l'ai dit au début, c'étaient 2 pilotes compétents avec de bons dossiers de formation qui, sur ce vol, ont opéré bien en dessous des normes qui auraient dû être attendues d'eux.
Il n'y avait rien techniquement de mal avec l'avion et, à part quelques mauvais temps et turbulences, il n'y avait rien qui aurait dû causer le genre de problème de manipulation que le capitaine a manifestement rencontré. De plus, il n'y avait aucun signe de foudre ou de cisaillement de vent pouvant expliquer l'incident. En conclusion, le rapport final a déterminé que l'accident était dû à une mauvaise gestion de l'altitude, de l'attitude, de la vitesse et des performances de l'avion par l'équipage, à cause d'entrées de contrôle incohérentes et d'un manque de communication et d'adhésion au principe de Crew Resource Management. Les enquêteurs ont également découvert que le capitaine souffrait probablement d'une sorte d'incapacité subtile, et la réticence du premier officier à intervenir ou à prendre le contrôle a été considérée comme un facteur contributif très préoccupant à l'accident. Les recommandations comprenaient la nécessité d'améliorer les cours de Crew Resource Management par Ethiopian Airlines, en mettant l'accent sur l'importance de s'exprimer si quelque chose n'allait pas, et les dangers d'une incapacité subtile. L'association de deux pilotes aussi relativement inexpérimentés a également été critiquée, et il y avait quelques autres remarques concernant le suivi des performances des pilotes et la tenue des notes de formation. Mais sur une note plus personnelle, cet accident m'a vraiment touché très profondément. C'est vraiment étrange de savoir qu'un cockpit dans lequel j'ai travaillé a fini en morceaux au fond de la mer, et cela souligne vraiment à quel point la sensibilisation à la sécurité, la formation et la gestion des ressources de l'équipage sont importantes. J'espère que vous avez apprécié cette vidéo intéressante. Si c'est le cas, merci de vous abonner. Passez une journée absolument fantastique. Regardez ces vidéos ensuite et je vous verrai la prochaine fois